Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui est aux États-Unis pour la campagne américaine et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec le grand chelem d'Emmanuel Macron dans la presse nationale. C'est bien simple, ce matin, il truste toutes les unes. Le commis de la finance quitte le navire Hollande, persifle l'humanité. On reste dans la métaphore maritime avec le Figaro. Macron quitte le navire et torpille Hollande. Surnommé l'auto-entrepreneur par Libération, il reprend sa liberté, poursuit la Croix. C'est le pari en une des Échos, le Big Bang Macron pour l'opinion. Alors vous pouvez lire des pages et des pages ou vous contenter du résumé d'aujourd'hui en France. Et maintenant, cap sur l'Elysée. Tiens, Sophie Larmoyer, notre experte internationale, nous a rejoint. Bonjour Sophie. Bonjour Thomas. Dites-nous, dans la presse internationale, on parle aussi de Macron ou on s'en lave les mains ? Ah ouais, on en parle. Toujours parle. pour noter les ambitions présidentielles de l'ex-pro-business minister, pour souligner aussi un nouveau coup dur pour Hollande dont le protégé, en français dans le texte, dans les colonnes du Times, démissionne. Protégé. Avec une photo de l'ancien ministre et de sa femme. Et à la fin, Emmanuel Macron tua le père, titre Le Soir. Et un dernier titre, si vous voulez. Donc en Belgique, Le Soir. Absolument. Celui de l'édito Le Temps, en Suisse. Macron ou l'échec d'un réformisme. Ah, ça c'est sévère. Macron ou l'échec d'un réformisme. Le regard suisse n'est pas tendre ce matin. Sinon, on revient chez nous. Les Échos nous parlent aussi de tennis ce matin. C'est surprenant. L'US Open laisse Roland Garros, seul tournoi du Grand Chelem sans toit. Le tournoi new-yorkais vient d'inaugurer en grande pompe le toit ouvrant qui couvre désormais le cours Arthur Ashe. Et là, vous dites pourquoi les Échos s'intéressent à ça ? Eh bien, parce que tout ça, ça a un coût et ça va rapporter de l'argent. C'est un projet qui a coûté 150 millions de dollars, qui s'inscrit dans un projet global à 600 millions. À terme, la capacité d'accueil de l'US Open doit atteindre 800 000 places. Ça fait 100 000 de plus qu'aujourd'hui. Les sponsors sont ravis. Écoutez ça, Axel de Tarlet. La banque JP Morgan Chase a fait inscrire son nom sur le toit du stade, de sorte que ce nom sera visible depuis les avions qui décollent depuis l'aéroport de LaGuardia. C'est le fameux naming. Absolument. Ces travaux vont aussi permettre de retransmettre un plus grand nombre de matchs, ce qui devrait doper les revenus tirés des droits. Écoutez encore, l'US Open a signé un contrat d'exclusivité à 825 millions de dollars sur 11 ans avec la chaîne ESPN. Et pendant ce temps, à Roland-Garros, on se querelle et quand il pleut, on tire la bâche en attendant que ça passe. C'est charmant. Marion Calais, 3-1 de la presse quotidienne régionale. Eh bien, en région, aussi difficile de passer à côté de la démission d'Emmanuel Macron. Il saute en marche, écrit le Télégramme ce matin. La dépêche du midi revient, elle, sur l'attaque d'un adjoint de sécurité dans un commissariat de Toulouse. Hier, c'est l'acte d'un déséquilibré, a précisé le procureur. Titre étonnant dans le bien public, Côte d'Or. La voiture n'était pas au fond du lac. Non. Ce qui n'est pas complètement anormal. Elle était stationnée à Dijon. Forcément, les plongeurs qui ont cherché plusieurs heures au fond du lac donc ne l'ont pas trouvé. En cause, la défaillance rare, paraît-il, d'un service d'appel d'urgence géolocalisé. Ah d'accord, il y a une petite puce sur la voiture. Elle a appelé pour dire « Oh, je suis au fond de l'eau ». Qui a signalé au fond du lac et en fait, elle était pas à du Dijon. tout. L'histoire du jour, c'est Pôle emploi qui parfois arrive à nous faire voyager, qui nous vend du rêve. C'est dans Ouest France. Oui, c'est le genre d'annonce qu'on ne doit pas voir tous les jours sur le site de Pôle emploi. Entreprise touristique en Norvège cherche meneur de chiens de traîneau, poste à pourvoir rapidement. Une annonce qui forcément a tapé dans l'œil d'un jeune breton originaire de la région de Saint-Brieuc. Il est loin de la neige, c'est vrai, il est loin aussi de sa licence en construction métallique, mais pourtant, à 27 ans, Maxime postule, lui qui rêve de voyager, lui qui a connu l'Islande et le Canada, où il a touché du doigt justement le métier de guide de chiens de traîneau, est engagé. Aujourd'hui, il entame sa 2e année aux confins de la Norvège, tout près de la frontière russe, toujours aussi fasciné par sa région fragile et méconnue du globe, sensible, dit-il, aux effets du changement climatique qu'il dit constater d'ailleurs avec les locaux. Je vous recommande sa photo utilisée par Ouest France d'une aurore boréale. Ça fait rêver. Mais j'ai eu beau taper chien ou traîneau ce matin sur le site de Pôle emploi, j'ai rien trouvé. Mieux vaut être musher que chômeur en quelque sorte, grâce à Ouest France. Joli, Thomas. Le Club Med, dis donc on voyage ce matin. Le Club Med à l'assaut des Alpes, c'est cette fois dans les Échos et c'est avec vous Axel de Tarlet. Oui, Henri Giscard d'Estaing, donc le président du Club Med, a posé symboliquement hier la première pierre sur ce futur club qui sera à Samoins. Alors il ne faut pas chômer parce que l'ouverture est prévue pour 2017, donc dans un peu moins de 18 mois. C'est un investissement de 100 millions d'euros. Je vous dis un truc, 2017, c'est dans 3 mois. Oui, Voilà. mais c'est pour la saison. Non, c'est l'hiver 2017. C'est pour Noël. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je l'ai écrit. L'hiver. Si vous lisiez, mais d'accord. Pas... allez-y. Donc c'est pour l'hiver 2017. Avec un nouvel. Donc c'est un nouvel investissement de 100 millions d'euros. Mais vous savez que le Club Med a maintenant les poches profondes puisqu'ils ont un actionnaire chinois, Fosun, qui dit-on au Club Med
je vous le fais en vulgaire, nous fout une paix royale et nous apporte de l'argent pour développer notre stratégie qui consiste à ouvrir des clubs en montagne, parce que le club est plutôt en train de fermer ses clubs au Maghreb où il y a des problèmes de clientèle, etc. Et donc ils en ouvrent beaucoup dans les montagnes. Ils vont en ouvrir. Et alors ils prévoient d'en ouvrir un par an. Il y aura ensuite les Arcs en 2018 et il y a des négociations avec Tignes, les Alpes italiennes, Saint-Gervais, Valois, enfin bref. Et ils en ouvrent même, figurez-vous, en Chine, sauf que les Chinois connaissent pas le ski, alors ils leur apprennent à faire du ski. Alors moi je compte septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Pour moi l'hiver 2017 c'est dans 7 mois, mais je peux me tromper. C'est pour décembre 2017 qu'ils prévoient d'ouvrir. D'accord, donc l'hiver 2018. D'accord. Une histoire de campagne dans la presse aux États-Unis. C'est avec vous, Xavier Yvon. Ce matin, petit parfum de rentrée des classes. On est en 2016, donc on va être en 2017, Julie. Oui, et l'hiver 2017, c'est dans... Il commence le 21 décembre 2017. 21 décembre, on n'est pas encore en décembre 2016. Réagissez sur Twitter avec le hashtag un matin, en décembre 2016, il y aura 12 mois, on n'est pas encore en décembre. On est en août. Le New York Times, oui c'est ça ne réussit pas le décalage horaire. Xavier, le New York Times nous apprend comment Hillary Clinton fait ses devoirs pour se préparer à affronter Donald Trump en débat télé, ce sera fin septembre. Oui, vous connaissez les stéréotypes dans une classe. Il y a l'élève doué qui révise un peu, mais qui se repose sur ses facilités et aussi un peu sur la chance pour réussir. Ça, c'est Donald Trump. Et puis, il y a les besogneux, ceux qui bossent à fond, qui noircissent les fiches, qui les apprennent par cœur, à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens. Et bien ça, c'est Hillary Clinton. La méticulosité faite femme. Pour préparer le débat, nous apprend le New York Times, son équipe, qui est dédiée à ça, est allée jusqu'à retrouver le nègre de Donald Trump, celui qui lui a écrit son livre le plus célèbre, The Art of the Deal, l'art de la négociation, qui est une sorte d'autobiographie. L'écrivain fantôme a depuis dit ses regrets. J'ai mis du rouge à lèvres à un porc, a-t-il récemment déclaré. Mais il est rentré dans l'intimité du milliardaire, plus que beaucoup de membres de sa famille. Et c'est ça précisément qui intéresse les stratèges de Clinton. Ils cherchent, écrit le quotidien, les failles les plus profondes pour déstabiliser Donald Trump. Ils consultent aussi des psychologues. Ils font du profilage de personnalité. Ils veulent imaginer ses réactions à des attaques. Oui, comment il peut se comporter, notamment seul face à une femme. D'autres décortiquent les vidéos de ces débats lors des primaires républicaines et ils notent tout, les forces, les faiblesses et surtout tout ce qui déclenche son agressivité. Et pendant qu'Hillary Clinton révise tout ça, ça fait une somme, eh bien ses conseillers cherchent une dernière perle rare, celui qui jouera le rôle de Donald Trump dans les entraînements au débat, ces répétitions grandeur nature, parce que oui, après le bachotage, il y a le bac blanc, il faut quelqu'un qui n'ait pas peur de balancer des choses humiliantes au visage d'Hillary Clinton, explique le journal. Certains ont suggéré de prendre l'acteur Alec Baldwin, par exemple, qui est un fervent démocrate, et tout ça a un but, dit le New York Times, Hillary Clinton veut écraser en direct Donald Trump dès le premier débat. C'est quand ce premier débat, redites-nous Le 26 septembre. Le 26 septembre, donc ça approche évidemment. 2016, pas 2017. Oui. Donc ce sera l'automne 2014 pour Julie. Performant autrement, la chaîne L'équipe, c'est à 20h50. Oui, il s'appelle Mathis, Rodrigue et Lucas. Alors le premier, il est nageur. Le second coureur, il fait du 400 mètres. Et le troisième, il est pongiste. Et tous rêvent en fait de se qualifier pour les Jeux paralympiques qui vont débuter à Rio le 7 septembre. Alors en fait, ils n'ont pas un handicap physique, mais ils ont un handicap mental. Ils ont des troubles du comportement. Mais quand la compétition débute, je peux vous dire que ce sont des vrais guerriers. Écoutez Rodrigue à la fin d'une course qu'il vient de gagner. Quand on descend en dessous des 50 secondes, on devient un autre homme. T'es un autre homme que un homme ordinaire. On va dire tu te rapproches de l'extraordinaire. Et alors tous les trois, ils sont vraiment extraordinaires. Ils ont une difficulté qui est de se concentrer et de comprendre les consignes des entraîneurs qui font un boulot mais remarquable. Mais comme tous les athlètes, ils savent surtout que les médailles, ça change le regard des autres. Et écoutez, c'est encore Rodrigue qui en parle. Avant que j'obtienne des médailles d'or, etc., je n'étais rien. Il n'y avait pas grand monde qui me calculait pour ce que je suis. Alors vous attendez pas du tout un documentaire compassionnel, en fait on les suit pendant 1 an dans leur préparation sportive. Moi j'aurais peut-être aimé un peu mieux comprendre leur parcours et comment ils en étaient arrivés là, mais qu'importe, on tremble avec eux en regardant leurs courses, on est très émus. Et puis surtout, moi j'ai crié de joie en découvrant que 2 d'entre eux avaient obtenu leur passeport pour Rio, donc on les découvrira à partir du 7 septembre sur les antennes de France Télévisions qui diffuseront les Paralympiques. Et on leur souhaite bonne chance évidemment, je vous dis pas qui c'est sur les 3 athlètes en question, comme ça vous êtes obligés de regarder ce soir. Sur la chaîne L'équipe, qui va devenir L'équipe, la chaîne L'équipe, c'est ça ? L'équipe, tout court. C'est samedi qui change de nom, Exactement. je crois. Voilà. Performant autrement et c'est à 20h50. Merci les amis.